Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour le pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. À la base, le pot pourri du lundi, c'était l'occasion de revenir sur les points qui ont fait l'actualité de la semaine, de partager avec vous des vidéos YouTube qui m'ont plu, des sources via des sites web qui m'ont particulièrement plu. Et ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas fait. Et depuis, il y a quelqu'un comme Tesla Alsace qui le fait très très bien. Et à chaque fois qu'il y a des news, des mises à jour, très rapidement, il va vous faire de super vidéos. Il va vous partager les updates. Mais juste cette semaine, il y avait tellement d'infos qui sont tombées cette semaine et les semaines précédentes que je me suis dit, il faut absolument que je revienne et que je vous fasse part, non pas des actualités, parce que ça, vous êtes déjà tous au courant, mais peut-être de ma perception, et voilà, donc ce sera plus de l'avis. Donc cette vidéo, elle risque d'être un peu longue, beaucoup de blabla, beaucoup d'avis personnels. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous avez envie de rester là, calé, au coin du feu, pré-confinement, restez avec moi et je vais vous partager ce que je pense sur les sujets d'actualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous un autre fait. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu de zéro émission. Zéro émission, c'est un concept où on se réunit entre utilisateurs de voitures électriques, entre tweetos, entre youtubeurs, tous ceux qui ont envie de partager un petit peu leurs avis, et on parle de voitures électriques. On parle de Tesla, on peut parler de Zoé, on peut parler de Peugeot, on peut parler de tout ce qui se fait en voiture électrique, et chacun donne son avis. Donc le principe, c'est d'avoir des sujets qui sont peut-être un peu clivants, où tout le monde n'a pas forcément les mêmes avis, pour qu'ensuite on débatte. Chacun est de son côté, parce que bon, voilà, confinement, coronavirus et tout. Donc on se le fait en Zoom, chacun de son côté, et on essaie de se donner la parole. C'est un peu moins interactif que si on pouvait être tous autour d'une table, mais on fait avec les moyens du bord. Et je vous annonce qu'il va y avoir un nouveau zéro émission, donc c'est en préparation. Je ne peux pas encore vous dire la liste des participants parce que tout le monde ne m'a pas encore répondu, mais je peux déjà vous dire que quelqu'un comme Tesla enthousiaste sera de la partie. Donc c'est prévu ce jeudi à 21h. Donc restez branchés et on vous dira qui exactement va participer à cette émission. Je lance juste une bouteille à la mer. Dans le monde des voitures électriques, des Tesla, de tout ça, il y a beaucoup de gars, il y a beaucoup d'hommes qui font des vidéos, qui participent à des vidéos, mais on n'entend pas assez l'avis des femmes. Donc s'il y a une femme qui veut participer à ce zéro émission, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, parenthèse zéro émission terminée. On va pouvoir revenir au pot pourri. Donc juste sur le concept du pot pourri, je le fais en Tesla. J'avais commencé au tout début à le faire en Tesla pour vous donner l'opportunité de voir comment se passent les trajets du quotidien en Tesla Model 3. Alors aujourd'hui, maintenant, des Tesla Model 3, il y en a partout. Donc vous n'avez pas forcément besoin de voir ça. Mais il y a peut-être encore des gens qui sont en attente de leur livraison et qui seront contents de voir comment ça se passera quand ils auront leur Tesla Model 3. Donc je le fais toujours en Tesla. Et souvent, j'essaie de me mettre en autopilote et ça vous permet de voir à quel moment je suis amené à reprendre le contrôle. Là, il y a quelques centaines de mètres, j'ai dû reprendre le contrôle parce que je sentais qu'il allait un peu vite dans le virage. Il aurait peut-être pu se rattraper, mais j'avais pas envie de prendre le risque. J'ai repris le contrôle. Alors, le premier gros sujet de ce pot pourri que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet de la baisse de prix chez Tesla. J'ai reçu plusieurs messages, plusieurs commentaires qui me demandaient ce que j'en pensais. J'ai vu beaucoup aussi de youtubeurs qui réagissaient sur le sujet. Pareil sur Twitter. Et juste, je pouvais pas passer à côté. Et je voulais vous partager ce que j'en pense. Déjà, ce que je peux dire, c'est que tout ça, c'est un petit peu annoncé. Ça fait quelque temps qu'on pouvait imaginer qu'il y aurait quelque chose de fait sur les prix. Parce que d'une, il y a une évolution du taux de conversion entre euros et dollars qui fait que c'est vrai que la Model 3 aurait pu prétendre à être un peu moins chère, mais aussi et surtout, il y a la montée en puissance de la fabrication en Chine
et le fait qu'on a annoncé depuis déjà quelques temps que les modèles 3 qui viendra en Europe seraient fabriqués en Chine. Du coup, qui dit fabrication en Chine, dit coût de production moins élevé et donc davantage de possibilités pour le constructeur de jouer sur le prix de vente. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'effet de la concurrence. Il y a de plus en plus de concurrence qui arrive sur l'électrique et on peut se dire que c'est normal qu'avec la concurrence qui arrive, les constructeurs essaient d'être de plus en plus compétitifs sur la chose du prix. Donc il y a l'ID3 qui est en place, il y a la Mach-E qui est là en embuscade, et il y en a encore d'autres à venir. Donc oui, Tesla doit essayer de tuer la concurrence et de s'imposer. J'imagine que c'est ce qu'ils essaient de faire sur ce segment de marché. À savoir que sur les modèles plus chers, S et X, il n'y a pas le même effet. Mais au-delà de ça, le point que j'ai toujours défendu et que je continue de défendre à chaque fois que je parle de la Model 3 avec des collègues ou la famille, pour moi, cette Model 3, c'est pas une voiture de luxe. Depuis le début, il y a plein de gens qui ont voulu penser, qui ont voulu croire et faire croire que la Tesla Model 3, c'était une voiture de luxe. Et depuis le début, moi, je vous dis que c'est pas le cas. Pour moi, la Model 3, c'est une voiture de bon père de famille, si je puis dire. Et si on regarde les prix qui sont pratiqués aux États-Unis et aux US, et si on compare le prix des voitures comparables en thermique, on voit que côté US, l'écart était beaucoup moins important que ce qu'on va retrouver chez nous en France, ou ce qu'on retrouvait chez nous en France. Du coup, pour moi, cette évolution des prix, c'est la juste évolution des choses. Cette évolution de prix, ça fait pas mes affaires, parce que moi, cette voiture, je l'ai achetée au tout début de la Model 3 en France, donc pas au même prix que ce qui est vendu aujourd'hui. Et si jamais je suis amené à la revendre, forcément les acheteurs, ils vont prendre comme référence le prix pour un véhicule neuf acheté aujourd'hui. Donc clairement, c'est désavantageux pour moi. Mais d'une, ce point-là, j'y avais déjà pensé. Mais de deux, j'ai déjà dit que quand on achète une Tesla, on s'épargne les tracas de savoir si on a fait la bonne négociation, si on l'a eu au bon prix, parce qu'en fait, il n'y a juste pas de marge de négociation. On y va et on l'achète au prix affiché. Mais par contre, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il faut savoir que les prix peuvent changer du jour au lendemain chez Tesla. Les options peuvent changer, tout peut changer. Donc du coup, quand on fait son choix, il faut juste arrêter sur son choix sur un modèle et un prix qui nous convient à l'instant T. À partir du moment où ça vous convient, vous passez votre commande, vous faites votre chèque et vous êtes content avec le produit que vous avez. Juste, il faut être sûr qu'il y ait une adéquation entre le prix que vous allez mettre et les fonctions et le confort et tout ce que vous allez en récupérer. Moi, c'est le cas. Je suis content de ce que j'ai pu avoir par rapport à l'argent que j'ai mis quand on a acheté cette voiture. Donc je réfléchis comme ça et je réfléchis pas tellement en mode mince, du coup j'ai perdu comme valeur à la revente. Et pour aller plus loin, je me suis quand même fait la réflexion, qu'est-ce qui se passera si à un moment donné je suis obligé de vendre de la voiture? Il se trouve que si jamais je dois vendre cette voiture, ce sera pas pour acheter une voiture thermique, ce sera pour acheter une autre voiture électrique qui sera au moins, je dirais, aussi bien que la Model 3. Et si les prix commencent à diminuer, les prix à l'achat de la voiture que je serai amené à acheter pour remplacer la Model 3, eux aussi diminueront. Donc vraiment, au final, pas de regret pour moi. Je suis plutôt content. Et je pense qu'il faut garder en tête que l'une des missions que se donne Tesla, c'est de promouvoir l'électrification. Et en faisant en sorte que les prix soient les plus raisonnables possibles, je pense qu'on est parfaitement dans le thème. Mais il y a aussi autre chose que je voulais partager. Le fait que la Tesla Model 3, c'est un produit automobile, c'est une voiture, mais c'est aussi et surtout de la technologie. Donc peut-être que d'ici 5 à 10 ans, les prix seront stabilisés et vous n'aurez plus de raison d'attendre qu'il y ait un prix plus faible pour acheter une Tesla, parce que vous direz, ça y est, là on est sur un plateau, c'est le vrai prix et ça évoluera plus. Mais une fois que vous y serez arrivé, vous serez toujours tenté d'attendre 1, 2, 3 ans parce qu'il y aura une nouvelle technologie de batterie, parce qu'il y aura des nouveaux capteurs pour la conduite autonome, parce qu'il y aura moins de consommation. Il y aura toujours quelque chose de nouveau côté technologique qui fait que vous aurez toutes les bonnes raisons du monde d'attendre.
En fait, mon choix, c'est juste de profiter ici et maintenant. Parce que le confort que procure la Model 3 pour quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, 15-20 000 km par an, faut vraiment le mettre dans la balance. On ne met pas de prix sur ce confort, sur la sécurité, sur tout ce que ça apporte. C'est dur de mettre un prix dessus. Mais si on pouvait, je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Et pour ceux qui attendent vraiment du prix, juste attendez. Et puis d'ici peut-être 3 ou 4 ans, on aura droit à la Tesla à 25 000 $ que commence à promettre Elon. Et je crois même qu'il a fait un commentaire pour dire qu'elle n'était pas si loin que ça. Pour passer aux news de cette semaine, il faut savoir qu'en marge de l'annonce des résultats financiers de 2020, Tesla a annoncé pas mal de petites choses à gauche et à droite. Et ils ont l'habitude de faire ça, de mettre soit des petites images, soit des petits commentaires, tout un tas de choses qui nous donnent un petit peu du grain à moudre dans la communauté des fans Tesla et de tous ceux qui envisagent d'acheter une Tesla. Donc c'était super intéressant. La première chose, c'est qu'en fait, Tesla a été rentable en 2020, malgré la crise. Alors j'ai cru comprendre que ça s'était fait aussi avec le concours des salariés, qu'ils avaient été pas mal mis sous pression en 2020, avec des réductions de personnel, moins de personnes pour faire le même boulot, voire davantage de boulot. Donc ça a dû être compliqué pour eux. J'ai cru comprendre que tout ça allait s'améliorer et qu'il y avait des recrutements à venir pour supporter la croissance. Donc tant mieux. Mais au final, l'année 2020 a été profitable. Les 4 trimestres de l'année 2020 ont été profitables. Et je pense que, alors vous me direz si je me trompe, mais c'est la première année, ou alors la première année depuis longtemps en tout cas, où on a 4 trimestres profitables chez Tesla. Ensuite, quand on regarde les différentes courbes, on voit que clairement Tesla est sur une pente montante au niveau croissance, au niveau vente de véhicules, au niveau développement. Dans le rapport qu'ils font, c'est quand même quelque chose d'engageant parce qu'ils parlent à leurs investisseurs et il n'y a rien de plus important que donner des informations exactes aux investisseurs. Et si à un moment donné, ils se plantent dans ce qu'ils ont laissé entrevoir aux investisseurs, ils se doivent très rapidement de revenir pour corriger, parce que si jamais on prouve qu'ils avaient une information, mais que ce qu'ils ont dit, c'était quelque chose de totalement différent, ça peut très vite se retourner contre eux. Donc, une des informations que j'ai tirées, c'est le fait que le Tesla Semi, donc le semi-remorque Tesla, commence à être fabriqué en 2021. Donc, génial, pour cette année, on va commencer à avoir des Tesla Semi sur les routes. Alors, pas en France, mais on va le voir aux US. Et petit à petit, ça va faire bouger un marché. Je pense que ce sera très intéressant à observer. Alors, il a bien précisé dans son rapport que la production de Tesla Semi serait pour l'instant limitée par la capacité en fabrication de batteries. Donc on l'aura peut-être pas en grand volume, mais ne serait-ce que voir des Tesla Semi sur la route, dans la nature, avec des modes de conduite autonome, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, si ça va bien fonctionner et comment ça va attirer le marché vers quelque chose de nouveau, de plus moderne et de plus sûr. Ensuite, j'en parle souvent avec des collègues ou la famille. Tesla, c'est les voitures électriques. C'est le semi dont on vient de parler. Il y a le pick-up qui arrive, qui est un marché important aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ça. Et quelque part, là, on a juste vu le premier étage de la fusée. Si je fais une petite référence à SpaceX. C'est juste le premier étage de la fusée. Derrière, on va avoir les produits liés à l'énergie. Donc, les panneaux solaires et le Powerwall qui permet d'accumuler l'électricité fabriquée avec les panneaux solaires la journée pour pouvoir rebalancer l'électricité la nuit ou par temps de tempête si jamais il y a le réseau qui est totalement en service. Donc ça, c'est des produits qui se vendent petit à petit, mais je dirais que ça ressemble à la courbe des ventes de Tesla il y a quelques années pour les voitures électriques. Ça monte, mais pas à un rythme effréné. Et à un moment donné, ça va prendre le relais
Et il y a certaines personnes qui pensent que le vrai sujet de Tesla de demain ou après-demain, ce sera peut-être même pas les voitures, mais sera tout ce qu'ils vont faire dans le photovoltaïque et le Powerwall, la version, là je crois qu'on est déjà à la version 2, et il y a une version 3 que tout le monde espère pouvoir fonctionner en triphasé, qui devrait arriver à un certain point. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes sur ça, on en parle assez peu, et je pense que c'est quelque chose qui sera super intéressant. Bon, on parle de chiffres, de perspectives, mais en vrai, juste le papier de résultats de 2020, on peut juste peut-être le résumer à cette image. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit non, mais en fait, c'est un concept. C'est quoi ça? Non, ah ouais, c'est ça qu'ils vont faire. Truc de dingue. En fait, ce qui m'éclate avec Tesla, c'est que ils ont pris l'habitude de délivrer plus qu'ils ont promis. Quand des constructeurs vont proposer des concept cars pour dans 5 ans, qui vont même pas réaliser dans 5 ans, Tesla, en fait, ils délivrent juste des produits juste futuristes, aujourd'hui, demain. Les modèles S et modèles X que vous voyez là, tout de suite sur l'image, ils vont être en production dans le trimestre qui arrive. Et ils seront livrés là, dans ce semestre. Donc ça, je trouve que c'est juste exceptionnel. La capacité qu'a Tesla à nous surprendre, à nous donner envie, et pas juste à proposer des plans pour dans 5 à 10 ans, mais vraiment nous dire non, non, mais votre futur, c'est pas demain, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc pourvu que ça continue comme ça, des boîtes comme Apple me donnaient cette envie, cette impression, et du coup me passionnaient pour ça, me passionne beaucoup moins aujourd'hui, et Tesla arrive à générer ça. Et du coup, ce qui est dingue avec ces annonces, donc d'une, il y avait les annonces de cette semaine, mais on a pu aussi tirer davantage d'informations en allant sur les nouveaux configurateurs disponibles, sur qu'est-ce qui sera effectivement permis par ces voitures. Et le plus fun, c'est pas les fonctionnalités, les caractéristiques dont on dispose là, mais c'est le fait qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas encore annoncé aujourd'hui. Donc, celui qui achète cette Model S ou cette Model X, il sera comme un fou avec son jouet, mais en plus, il aura des cadeaux de Noël fin 2021, fin 2022, parce que avec le jeu des mises à jour, il va découvrir de nouvelles fonctionnalités dont on ne connaît pas l'étendue aujourd'hui. Et c'est juste le deuxième effet qui se coule, quoi. Génial. Tesla a profité de ses résultats financiers pour faire un petit classement, pour montrer qu'est-ce qu'il en était de la sportivité de leur voiture, donc de leur nouvelle Model S Plaid. Et du coup, ils ont fait un petit tableau pour voir quels étaient les résultats, accélération de 0 à 100, et je crois qu'il doit y aussi avoir le temps pour faire un quart de mile. C'est intéressant de voir ce petit tableau-là, et c'est surtout intéressant de voir que Tesla a toujours envie de montrer qu'ils sont les meilleurs techniquement parlant. Alors, est-ce qu'ils sont les plus sportifs? Est-ce que c'est eux qui vont avoir la meilleure image parmi les adeptes de sportivité dans les voitures? Je ne sais pas. Je pense que sur ce domaine, il y a débat. J'aimerais bien en débattre avec des gens qui sont passionnés de sport mécanique. Parce que je pense que des passionnés de Porsche, d'Audi, de Mercedes, de compétition, de tout ça, je pense qu'il en faut encore un peu plus pour les convertir et qu'ils deviennent adeptes d'une modèle S Plaid. Il y a débat, j'ai envie d'en parler. Mais par contre, il reste toujours que Tesla, ils ont comme un complexe qui fait que ils veulent toujours dire j'ai la plus grande, je suis le plus fort, techniquement parlant. Donc du coup, il y a ça pour la partie accélération, et ils ont un autre graphe pour montrer l'écart qu'il y a, le fossé qu'il y a, enfin le monde d'écart qu'il y a entre eux et la concurrence en ce qui concerne l'autonomie. Donc on a un autre tableau qui dit bon ben voilà, d'année en année, en fait les constructeurs tiers ne nous rattrapent pas. Non 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 non, d'année en année, l'écart devient de plus en plus important. c'est juste la pique envers la concurrence. Donc j'ai trouvé ça assez marrant dans le rapport.
qu'il y ait ce petit graphe qui apparaisse. Et la dernière chose qui m'a donné envie de réagir, c'est le fait qu'il soit clairement annoncé dans ce papier, dans ce rapport, que Tesla a vraiment l'intention d'ouvrir son réseau de superchargeurs à l'extérieur. Donc ça avait déjà été dit à travers Twitter. Là, c'est dit à travers un papier très officiel d'information vers les actionnaires. Donc je me demande vraiment comment ça va se traduire en réalité. En soi, le fait de partager des superchargeurs avec d'autres marques, d'autres voitures, ça ne me gêne pas, aucun souci. On le voit bien, il y a certains superchargeurs qui, à certaines heures de la journée, ne sont pas utilisés à 100% de leur capacité. Et même quand ils seront utilisés à 100% de leur capacité, quand on aura les superchargeurs V3, on n'aura pas d'effet de perte de puissance parce qu'on a un petit voisin à côté qui est en train de charger. Donc, de ce côté-là, j'ai pas tellement peur. Mais par contre, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on ouvre le réseau superchargeur à toutes les voitures en Europe qui sont munies du port de recharge CCS. Parce que si jamais je branche, par exemple, je sais pas moi, une Renault Zoé, voire même ma Peugeot i208 sur un superchargeur, ma vitesse moyenne de charge sera peut-être autour de 50 kW. Vitesse moyenne qui pourrait facilement être du double si jamais je fais une recharge simplement de 5% à, je sais pas, 70 ou 80% sur cette Tesla-là. Ce qui fait que, voilà, si on a n'importe quel véhicule qui vient à pouvoir se brancher sur les superchargeurs, on risque de voir des véhicules qui chargent lentement, qui vont utiliser pendant longtemps le superchargeur, alors que si on avait une borne plus standard, une borne du type Easivia, Sodetrel, si on avait une borne de ce type-là qui délivre 40-44 kW, ce serait peut-être suffisant, largement suffisant, pour certaines voitures qui sont en CCS. Donc voilà, j'espère juste que le réseau de Tesla sera utilisé au maximum de ses capacités et que l'ouverture à la concurrence va pas faire que un réseau qui peut fonctionner à 250 kW va servir à charger des voitures à seulement 50 kW. Ça, ce serait vraiment très dommage. Par contre, le gros plus, c'est que derrière, le fait de se mettre avec plusieurs constructeurs, ça permettrait d'en construire beaucoup plus rapidement, d'avoir davantage d'accords. Et puis si on me permet d'accéder au réseau Ionity pour les mêmes prix que ce qu'on fait ici avec la Tesla, alors là je dis pourquoi pas, ça me va bien, ça me va bien. Donc voilà mon avis sur tout ça. J'ai détaillé un petit peu toutes mes positions sur tout ça à travers ce pot pourri du lundi. On va en reparler jeudi, quand on aura la session zéro émission. Mais juste, quand j'anime le zéro émission, j'aime bien plus me mettre dans un rôle d'animateur, d'essayer de relancer les débats, mais sans forcément avoir l'occasion de vous partager ce que je pense vraiment. Donc voilà, là j'ai pris le loisir de le faire, de vous partager mon avis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi si je me suis planté, hein, c'est parfaitement possible. Mais du moment que le partage se fait dans le bon esprit, je pense que ça plaira à tout le monde et qu'on passera tous un bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à jeudi dans Zéro Émission.